Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Marc Fiorentino. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, à votre place hier, il y avait le patron de Century 21. Vous me Ouais. direz, c'est l'immobilier. Mais il me disait quoi? Il me disait, le marché immo, ça repart très fort. C'est au-delà de mes espérances, mais je ne sais pas si c'est durable. Je ne sais pas ce qui va se passer à la rentrée. Voilà. Et il me disait aussi, le moment de vérité, moment of truth, ça serait justement cette rentrée. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on pourrait en dire de même pour bon nombre, pour le reste de l'économie, au-delà des secteurs sinistrés, évidemment, dans ce qui est en train de repartir? Et en même temps, on se dit qu'il y a un rebond naturel, les gens sortent de chez eux, et c'est normal qu'il y ait des transactions au-delà de l'immobilier que les gens consomment. Quoi. Je veux dire, après, est-ce que ça tient ou pas? C'est ça le sujet. J'aurais dit la même chose il y a quelques semaines, mais ce qui m'étonne, c'est qu'on a une nouvelle fusée, un nouvel étage dans la fusée de la relance. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous en train de se dire la rentrée va être sanglante, rentrée sociale, et puis les entreprises vont se retrouver confrontées à la situation réelle, donc il ne va plus y avoir d'argent, il faut rembourser les prêts garantis d'ici quelques mois, donc il va y avoir l'heure de vérité. Le problème, c'est que je pense la même chose, mais je me dis, en fait, je me trompe, parce qu'on est en train de repousser le moment de vérité, et je pense qu'il n'y aura pas ce moment de vérité à la rentrée. Pourquoi? Parce que on voit qu'on est rentré. C'est-à-dire, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, et c'est peut-être l'élément déterminant, et si on devrait tout retirer de cette crise, en garder une seule chose, cette crise n'a rien à voir avec les autres crises. Bon, par le fait qu'on l'a provoqué, tout le monde en a beaucoup parlé, mais surtout par le fait qu'on est rentré dans le domaine de l'intervention illimitée, non seulement des banques centrales, mais des gouvernements. D'accord? C'est-à-dire que... C'est lié, en même temps c'est lié, alors, puisque l'un finance l'autre. Exactement. Donc on a eu d'abord, la première étape, ça a été les banques centrales qui interviennent de façon limitée, puis les gouvernements qui ont fait, on éteint l'incendie, on essaye d'éteindre l'incendie au plus pressé avec des montants limités. Puis on est passé à l'intervention des banques centrales en montant illimité. David, ni vous ni moi n'avons jamais connu ça, il faut le dire, Ouais. on n'a jamais connu ça. Et maintenant on est en train de passer à l'intervention, parce que je vous voyais tout à l'heure dire les 100 milliards et 20 milliards, mais oubliez, ça sera 100 et puis ça sera 200 et puis ça sera 300, c'est du no limit, c'est-à-dire on rase gratis. Alors pourquoi on peut raser gratis? Parce que les gens vous disent, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on était en train de pleurer pour essayer d'économiser 20 milliards sur le régime des retraites, sur 70 ans, et là, on fait des chèques de 100 milliards, et ce chèque, vous cherchiez les comptes des 100 milliards, il va y avoir 100 milliards encore derrière. Puis 100 milliards. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on rase gratis et on peut distribuer de l'argent? C'est qu'il y a deux conditions. La première, Il n'y a pas d'inflation. c'est qu'on est tous dans la même situation. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, vous qui suivez les marchés de très près, vous avez vu que sur le marché d'échange, on n'a pas d'énormes fluctuations, alors que normalement, dans une crise, on dit les États-Unis s'en sortent très bien, l'Europe beaucoup mieux, le Japon se casse Donc la je figure. cherche le dollar, je vends l'euro. Là, vous regardez, d'accord, l'euro est un peu plus fort, il a 1,14, mais vous voyez que les devises ont... Il n'y a pas de gros décalage sur les parités de change. Donc ça veut dire que tout le monde est dans la même situation. Et c'est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Premier élément. Deuxième élément, vous l'avez dit, c'est non seulement qu'il n'y a pas d'inflation, c'est pire que ça. C'est qu'on est dans une déflation massive. Déflation structurelle. Ça, c'était les grandes tendances qu'on avait déjà exprimées, et qui sont nouvelles technologies, vieillissement de la population, démographie. Il sort des rapports en ce moment sur la démographie mondiale qui sont passionnants et qui montrent qu'on est rentré non pas dans une explosion de la population dans la planète, mais on va avoir un top d'ici 10-15 ans, et contrairement à tout ce qui avait été prévu, la population de la planète va se casser la figure. Donc ça, c'est un sujet dont il faudra parler, parce que c'est l'élément déterminant de la croissance économique. Donc on se retrouve, si vous voulez, avec cette déflation structurelle, rajoutée à la déflation conjoncturelle, et on voit bien que le redémarrage, pourtant il devrait y avoir un effet rattrapage très fort, il n'est pas très fort. C'est-à-dire qu'il est moins fort que ce qu'on avait prévu. Parce que la confiance n'est pas là, parce qu'il y a toujours cette petite peur, parce que... D'abord, vous avez raison, mais parce qu'il y a des habitudes qui ont changé, et qui vont changer durablement. C'est-à-dire qu'on s'est aperçus tous de plein de choses pendant le confinement, tous à notre échelle. Certains vont se dire, il commence à y avoir la conscience quand même, il y avait, vous vous rappelez, la honte de voyager avant et de prendre l'avion dans les pays nordiques.
Bon, je ne suis pas en train de dire que plus personne ne va prendre l'avion, mais il y a des petites musiques qu'on entend, qui sont apportées par les générations, notamment des millénials, qui veulent dire que les tendances qu'on percevait, le bien-être, moins de travail, réduire le temps de travail, gagner, éventuellement travailler moins pour gagner moins, ça c'est des choses, des musiques pour sauver la planète, faire moins d'enfants, enfin tout ça, ce sont des éléments, je mets tout un peu au milieu, ce sont des éléments qui sont en train de provoquer un changement radical. Marc, ce que vous me dites en creux, c'est que on s'en fout de la conjoncture là, parce qu'in fine, il y aura toujours des plans de soutien gouvernementaux financés par les banques centrales pour relancer la machine. Et même si ça démarre pas assez rapidement, ça redémarre pas assez rapidement aujourd'hui. Moi, ça m'inquiète un peu. Mais vous, mais vous parce avez qu'on raison. s'est parlé en antenne, vous n'êtes pas l'air inquiet plus que ça. Non. Vous qui à la base êtes un peu un bileux, un traqueux. Oui, moi je suis un anxieux et je suis concentré sur la macroéconomie. Sauf que là, j'ai un phénomène que je n'ai jamais vu et que personne n'a jamais vu et que tous les économistes que vous recevez ici n'ont jamais vu non plus. C'est-à-dire que c'est un problème de tuyauterie et de plomberie. Vous avez une baignoire qui était remplie, qui est en train de se vider, ça c'est la crise. Et vous avez des banques centrales qui, au fur et à mesure que ça se vide, la compensent, banque centrale et gouvernement, la compensent à l'euro près. À l'euro près, au bon endroit, à l'euro près, c'est important ça, mais au bon endroit, c'est-à-dire qu'on on entend effectivement ce que font les banques centrales, c'est bon pour les marchés, c'est bon pour ceux qui ont des actions, c'est bon pour ceux qui ont l'immobilier, tant mieux pour eux, mais pour les autres, ça accroît les inégalités et de l'argent peut être mieux employé que ce qui est fait par les banques centrales et par les gouvernements. C'était vrai avant la crise et c'était vrai au début de la crise. Aujourd'hui, il y a quelque chose de tout à fait nouveau. On ne veut pas donner le nom, mais c'est l'hélicoptère monnaie ou Canadair monnaie, ou vous l'appelez comme vous voulez. On fait des chèques. C'est-à-dire que dans le plan hier de Jean Castex, il y a de l'argent qu'on donne directement à travers les entreprises ou pas à des personnes. Aux États-Unis, pourquoi il y a eu cette explosion ? Vous savez bien pourquoi il y a eu cette explosion de traders de 30 ans qui ont commencé à aller sur des plateformes comme Robinhood. C'est parce qu'ils ont touché un chèque. Ils ne savaient même pas qu'ils allaient toucher un chèque. Ils ont touché un chèque venant du gouvernement qui ne compensait rien. Et ils se sont dit, cet argent-là, je ne pensais pas l'avoir, je vais le jouer sur les marchés. Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre. Attention, c'est très important. On est en train, alors personne ne dit non parce que c'est un peu tabou, on est en train de faire de l'hélicoptère monnaie, c'est-à-dire qu'on est en train de donner de l'argent directement aux personnes concernées. Alors pour l'instant, en Europe, on ne donne pas d'argent à personne. Enfin, le chômage partiel. Chômage partiel, les aides aux jeunes qu'on va faire, qui vont être très importantes. Et puis surtout, je veux dire, en France, n'oubliez pas quand même une échéance qui est une échéance importante, c'est 2022. On ne va pas retirer la ceinture et les bretelles avant 2022. Oubliez le remboursement des prêts garantis. Ils ne seront jamais remboursés. Jamais, je vous le dis aujourd'hui. Ils ne seront jamais remboursés. Au pire, vous en avez parlé tout à l'heure, ils seront convertis. Et vous aurez le gouvernement qui sera avec soit de la dette perpétuelle, soit avec des prêts participatifs dans des PME. C'est-à-dire que le gouvernement va être au capital de PME. Non, après, ça passera par une structure. Ce ne sera pas le gouvernement en tant que tel, mais il y aura une structure, évidemment. Que ça s'appelle la BPI, ou que ce soit le gouvernement ou la Caisse des dépôts, on a compris que c'était le gouvernement. C'est le même argent. Donc vous aurez quand même, c'est un truc qui est un peu dingue. On va avoir une sorte de nationalisation partielle des PME. C'est un truc complètement fou. On vit des choses qui sont folles. Alors pourquoi je ne suis pas particulièrement inquiet ? Ça dépend de quoi on parle. Si on parle des marchés ou si on parle d'économie. Pour l'instant, après, alors, on parle des marchés. Pour l'instant, l'économie, structurellement, on rentre dans une... Moi, je vais très loin. Je pense qu'on rentre dans une remise en question globale du capitalisme. D'accord ? Donc, on va vers un monde sans croissance. On y était déjà. On avait recréé vaguement un tout petit peu de croissance à 2 ou 3%, puis on est en train de redescendre. En France, on disait que la croissance, le seuil de croissance, c'était 1,2%, c'était pas magnifique. Donc là, on va rentrer dans un monde à croissance zéro. Ça, il faut déjà s'y faire. Passer le rebond, parce qu'il y a quand même ce rebond mécanique. Oui, passer ce rebond, parce qu'en 2021, ça sera quoi, 5-7% de croissance en France. Rappelez-vous, on avait des couvertures dans tous les journaux, il y a 2-3 ans, le monde à croissance zéro. Puis on a oublié, parce que ça a rebondi un peu, mais on y est. C'est pour les raisons qu'on a données tout à l'heure. Donc on est dans ce monde à croissance zéro. Donc sur l'économie, j'ai envie de vous dire, oui, je suis inquiet, mais d'un autre côté, on a découvert l'effet pyramidal et le schéma de Ponzi ultime, c'est-à-dire les banques centrales rachètent de la dette des États. Mais ça se finit mal, le schéma de Ponzi, Marc. Alors oui Ou et alors non. Vous avez une vision non, attendez, ça se finit toujours mal, sauf si... Madoff, il est en prison et il y a des gens qui ont été tombés. Vous avez raison, sauf si tout
tout le monde est dans la même situation, c'est-à-dire si on décide tous que pour relancer l'économie, il fallait faire 30% du PIB en dette supplémentaire. C'est en gros tout ce que va coûter tous ces trucs-là dans tout le monde entier. Et que dans 3 ans ou 4 ans, il y a un G20 qui dit, écoutez, ou un G7, ou ce que vous voulez, qui dit, écoutez, on a tous 30% de PIB en dette. On les efface, ou alors on les met en dette perpétuelle, ce qui est un moyen de dire qu'on ne va jamais les rembourser, et c'est un moyen d'effacer la dette sans dire qu'on a effacé la dette. Donc, mon raisonnement est assez simple, d'un point de vue économique, ce qui m'inquiète d'un point de vue économique, si je reprends l'image de la baignoire, c'est la fuite. Cette fuite, elle est constante. Pour l'instant, je veux dire, vous avez 2 manières de régler le problème. Soit vous réparez la baignoire. On n'a pas trouvé. Et c'est impossible. On ne peut pas la réparer, la baignoire. La baignoire, c'est la croissance. Vous ne pouvez pas louer, exactement, vous ne pouvez pas jouer sur la technologie, on ne va pas revenir en arrière, vous ne pouvez pas jouer sur la démographie, les politiques d'incitation à la natalité ne marchent pas nulle part dans le monde, donc vous êtes obligé d'accepter qu'il y aura toujours un trou, tant qu'on peut verser. Alors il y a 2 choses qui vont à un moment, alors où est-ce que je serai inquiet, je viendrai vous voir en étant inquiet, c'est si certains pays s'en sortent mieux que d'autres. C'est-à-dire si demain l'Allemagne dit, attendez, nous, on a fait tout ce qu'on avait à faire. La dernière année d'Angela Merkel, je veux être présidente de l'Europe, je montre que l'Allemagne s'implique dans l'Europe, elle veut laisser sa trace dans l'histoire, mais le gars qui vient derrière va dire, attendez, on vous a fait tous ces cadeaux-là, c'est super, mais maintenant, les augmentations de salaire, les cadeaux que vous avez promis, ça n'a rien à voir avec la crise du Covid. Donc ça, on arrête et nous, on ne paye pas. Donc ça, premier sujet. Et deuxième sujet que je ne vois pas du tout, c'est s'il y avait mécaniquement une résurgence de l'inflation, mais le pétrole, vous avez vu où il est, même à $40, il est à 0. Quoi. Ouais, le programme de Biden peut être inflationniste. Le programme il de veut Biden... doubler le salaire minimum, c'est ça? Oui. Là où c'est pas le cas. Quand on double le salaire minimum, on crée comme de l'inflation, là, non? Alors, non. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que non, on ne crée pas d'inflation, je suis désolé. Parce que, en fait, quel est le problème vous avez vu le chiffre du chômage américain avant le corona-crise. Qu'est-ce qui s'était passé? On était en plein emploi, sans hausse des salaires. Donc, vous avez compris qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a la productivité qui détruit les classes moyennes, puisqu'on n'a plus besoin, et le télétravail, ça va être une première étape vers moins de travail. Le télétravail, c'est le sas de moins de travail. C'est-à-dire quand on va vous dire, vous faites 3 jours de travail et 2 jours de télétravail, à terme, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les 2 jours de télétravail vont sauter et qu'ils ne travailleront plus que 3 jours. Qu'est-ce qu'il faut dire ça? Comment? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est qu'on est à une explosion de la productivité. Vous avez vu tout ce qui s'est passé? Vous avez vu les gens télétravailler, comment ils bossaient? Mais vous avez vu ce qui s'est... Bosser plus qu'au bureau. Non, attendez. Vous avez vu tout ce qui s'est passé pendant le confinement? C'est-à-dire qu'on a des tâches dont on s'est aperçu que finalement, on n'avait pas besoin d'une personne, qu'on pouvait le faire directement. Il y a une explosion de la productivité. Je ne dis pas que les gens ne travaillent pas en télétravail, c'est pas ce que j'ai dit. On cherchait, je sais, ajouter. Non, c'est important. Je ne dis pas que les gens ne travaillent pas en télétravail. Je dis que le système qui est redoutable, le système capitaliste, il est redoutable, c'est-à-dire qu'il va se saisir du télétravail comme moyen d'augmenter la productivité. D'augmenter la productivité et de supprimer une partie du travail. Donc, c'est l'ensemble. Exactement. Donc, si vous voulez, ce trou-là, impossible. Pour l'instant, on met de l'argent dedans. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une résurgence de l'inflation? Vous parlez des salaires aux États-Unis. Non, parce que de toute façon, du côté de la classe moyenne, on a des salaires qui n'augmentent plus et qui n'augmenteront plus parce que les métiers vont être détruits. La grosse demande, énorme demande, elle est pour les métiers de proximité, low cost. Bon, si vous montez tous ces métiers-là et vous donnez $200 de plus, il ne va pas y avoir d'inflation, c'est pas ça qui va provoquer. Justement, sur ce qui se passe aux États-Unis, la Californie qui annonce qu'elle referme, c'était avant-hier, son économie. Cette évolution de la pandémie aux États-Unis, est-ce que c'est bien, pour le coup on passe au marché, c'est bien pris en compte par les marchés parce que le scénario qui était acheté par les marchés, c'était la reprise en V de la croissance américaine. Oui. Est-ce que là, ça ne change pas un peu la donne? Alors, vous savez, en ce moment, les marchés, et je ne dis pas que je cautionne, j'observe et j'essaye de comprendre. Les marchés, c'est si c'est bon, et si c'est mauvais, c'est bon. Parce que si c'est mauvais, ça veut dire toujours plus. Bah oui, ça veut dire on revient à l'histoire de la baignoire, c'est-à-dire c'est pas grave si le trou, ça continue à couler. Les banques centrales sont là, les gouvernements sont là, nouveau plan. Et finalement, est-ce que c'est pas mieux qu'on s'en fout, on confine la moitié des gens en termes de productivité, c'est pas mal. On marche sur la tête là quand même. Non, on marche pas sur la tête. Il faut arriver à comprendre qu'on est dans un nouveau paradigme. À chaque fois qu'on a dit ça, on s'est trompé, parce qu'après le nouveau paradigme, il y a la réalité qui... Mais là, on est dans un ensemble de choses
qui fait qu'on est dans une situation extraordinaire et donc on vit des événements extraordinaires. Donc on ne peut plus utiliser les raisonnements classiques. Je regardais, ça m'intéressait de vous voir essayer de trouver les 3 milliards, les 4 milliards, et je me disais, c'est plus le sujet. C'est plus le sujet. C'est-à-dire c'est plus du tout le sujet. Et qui va donc payer c'est open bar, donc voilà. Mais donc, oui. Et les gens qui commencent à dire, ah oui, mais vous verrez, ils vont monter les impôts parce qu'un jour, il va falloir payer ça. Et j'ai envie de leur dire, mais vous étiez dans le monde d'avant, là. On est dans le monde d'après. Et rien ne met a priori de limite, sauf ce qu'on a dit, l'inflation, sauf... Non, ce qui va mettre une limite, non. Enfin, maintenant, revenons à la réalité. Ce qui va mettre une limite, c'est qu'à un moment, on est tous partis d'un point différent. Ouais. Nous, on est partis avec une dette de 100% du PIB, l'Allemagne 60%. Ouais. OK, 30% de plus pour tout le monde, bah, nous, on va se retrouver à 120, 130, ils vont se retrouver à 90. OK. On va considérer qu'à un moment, s'il n'y a pas de retour de deuxième vague, bon, on arrête les histoires de c'est lié à la crise, d'accord ? Et on va considérer que fin 2020, imaginons qu'il n'y ait pas de rebond de la pandémie, fin 2020, année noire, année blanche, année ce que vous voulez, on oublie 2020, mais janvier 2021, bah, il faut vous remettre au travail, il ne faut pas faire des cadeaux à tout le monde. Et là, je pense que les Allemands vont siffler la fin de partie dans un an. Là, ça va être dur. Parce que là, si vous voulez, il y a un moment, ils vont dire « Ah non, mais nous, on a dit oui, bien sûr, mais maintenant, ça, c'est plus lié à la crise. Vous êtes en train d'essayer de nous faire passer des mesures sociales pour votre électorat et pour votre réélection. Ça n'a rien à voir avec la crise. » Et la pandémie, encore une fois, comment la pandémie et l'évolution de la pandémie est gérée par les marchés, encore une fois, avec cette queue de première vague, potentielle de seconde vague à l'automne. Moi, ça m'est resté cette phrase, Philippe Lane, chef économiste de la BCE, qui disait ça, que les marchés sont stabilisés. Non, alors moi, c'est pas un peu avancé quand même. Non, il s'est avancé. C'est pas ça qu'il devrait dire. Enfin, il dit ce qu'il veut, il a raison. Ouais. Les marchés ne sont pas stabilisés, ils sont administrés. Moi, j'ai un souvenir je suis très vieux et donc j'ai un souvenir très ancien. C'est que les taux japonais à 10 ans et 30 ans, quand ils sont tombés en dessous de 1%, on était, mais tous à répéter, ah mais à 1%, les taux japonais, ça va remonter. Et donc on a joué, on a tradé la hausse des taux japonais, on s'est fait massacrer pendant 10-15 ans. C'est-à-dire qu'on n'avait pas compris qu'en fait les taux japonais n'étaient plus des taux de marché. Donc le niveau de valorisation de cours des indices boursiers n'est plus un cours de marché. Non, c'est administré par les banques centrales. Vous êtes d'accord pour dire, attendez, juste une chose, on ne va pas se traiter par étapes, vous êtes d'accord pour dire que les taux des dettes des États sont administrés par les banques centrales. Oui. Les taux des dettes des entreprises sont maintenant administrés par les banques centrales. Ouais. Les taux des petites entreprises sont administrés par les gouvernements et les banques centrales. Et maintenant, l'étape ultime, c'est d'administrer directement ou indirectement le cours des actions. Mais la BCE n'achète pas. Au Japon, ils achètent des actions. Mais la BCE ni la Fed n'achètent des actions, c'est pas prévu. Il n'y a pas de raison en plus aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de raison. Mais ce que se dit le marché, vous me dites, mais pourquoi le marché ? Ce que se dit le marché, c'est que s'il devait y avoir une deuxième vague, d'abord on laisserait mourir ceux qui doivent mourir, on laisserait l'économie tourner. On ne va pas faire l'arbitrage vie-économie comme on l'a fait pour la première vague. Donc ça, les marchés en sont persuadés. C'est horrible, mais c'est comme ça. Et les marchés misent sur le fait qu'il n'y aura pas de reconfinement général. Non, oui, c'est ça. Les marchés misent sur le fait qu'il va y avoir un reconfinement sélectif. Ouais. Et un reconfinement sélectif, finalement, c'est pas très grave. Bon, Dixit, les marchés, c'est pas moi qui le dis. Et d'autre part, que plus c'est mauvais, plus on va remettre de l'eau dans la baignoire. Qu'est-ce qui peut déstabiliser les marchés alors cet été ? On sait que les marchés, il y a moins d'opérateurs, moins de transactions. Qu'est-ce qui peut déstabiliser tout ça ? Alors, les résultats des entreprises, zéro impact. Parce qu'on est sur les résultats de 2000, c'est déjà du passé, c'est-à-dire que les gens se projettent déjà, quand vous parlez à des analystes, ils essayent de deviner 2021. Donc, on passe 2020 par perte et profit. Par tes profits, année blanche ou noire, comme on disait tout à l'heure, on l'oublie. Qu'est-ce qui peut déstabiliser ? C'est compliqué à dire, parce qu'aujourd'hui, dès qu'il y aura un élément de déstabilisation qui fera une baisse de 8 à 12%. Donc les marchés actions ne peuvent pas baisser ? Non, quand je vous écoute... Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'ils peuvent baisser. C'est pas ça que je dis. Je me suis mal exprimé. Je dis qu'ils peuvent baisser, mais qu'à chaque fois qu'ils baisseront, il y aura ce qu'on appelle le put des banques centrales, c'est-à-dire que les banques centrales... Il y a une chose qu'il faut que les Français ne comprennent pas, puisqu'ils n'ont pas leur argent en bourse. Aux États-Unis, si on laisse la bourse baisser, on fait exploser l'économie, puisque tout l'argent de la retraite... Bon, mais ça, il faut le répéter, le dire et le répéter. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que s'il devait y avoir... Ça, personne ne peut le prévoir. Un autre crack, c'est possible, si on perdait 15 ou 20%.
les banques centrales remettraient des liquidités, et si ça ne suffisait pas, elles achèteraient directement. Vous savez qu'aujourd'hui, le plus gros détenteur d'actions japonaises, c'est la banque centrale japonaise. Ils ont 10 ans d'avance sur nous. Hein. Voilà. Ils ont 10 ans d'avance. Pourquoi? Parce qu'ils ont 20 ans d'avance sur la démographie. Ouais. Et le déterminant majeur de l'économie, c'est la démographie. Donc, vous êtes pas mal à l'aise avec un CAC 40 à 5000 points aujourd'hui? Si, je suis très mal à l'aise en tant que macroéconomiste et passionné de macro. Mais je suis à l'aise en tant qu'observateur d'un événement qui est irrationnel mais totalement nouveau, qui est l'intervention illimitée des banques centrales et des gouvernements. Si on part du principe, on finit là-dessus, Marc, hein, que les indices boursiers sont administrés par les banques centrales, oui. On peut dormir tranquille. Il va y avoir de la volatilité. Les banques centrales, elles ne vont pas réagir à 15%. Ouais. C'est-à-dire que l'idée, elles ne sont pas là pour gérer au jour le jour. Mais vous avez bien vu ce qui s'est passé sur les taux italiens. Dès que ça remonte un peu, la banque centrale achète, ça sera la même chose. C'est le nouveau monde, là, on est dedans. Là, hein. C'est un nouveau Après, monde, nouveau territoire. Qui sauve les banques centrales quand elles sont en difficulté? Alors, ça n'arrivera que si, je vous l'ai dit, quel est l'élément, en 2 secondes, hein, l'élément d'ajustement? C'est le cours de change. C'est-à-dire que si par malheur, une zone devait plonger alors qu'une zone rebondissait, alors là, le cours de la monnaie de la zone s'effondrerait, et là, vous avez de l'inflation. C'est là l'inflation. Mais tant qu'on est tous dans la même galère, il n'y a pas de risque. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. On finit là-dessus. Marc Fiorentino, donc invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Marc. Merci. Bye.